Alors, vous savez, si le monde disparaissait en termes de plein d'organismes, en termes d'animaux et de plantes autour de vous, et si toutes les roches, les minéraux du monde disparaissaient, vous verriez non seulement encore le monde, mais encore le contour d'absolument tous les organismes, et comme je viens de le dire, dans l'épaisseur aussi, vous auriez encore tout le volume de certains organismes, quand en réalité, nous vivons entre les microbes, ils sont absolument partout. Supprimez tout sauf les microbes et vous verriez encore le monde, vous verriez encore les organismes qui vivraient. Quand j'ai fait mes études, et j'en vois ici qui ont des cheveux un peu blancs ou des cheveux, ça dépend, donc ils ont fait leurs études au même moment, on nous disait, oui, ils sont partout, et voilà. En fait, aujourd'hui, on sait qu'ils font au sol, on sait qu'ils font la géologie de surface, on sait aussi qu'ils font des animaux, on aura progressivement donné un rôle. Et vous aurez observé que dans ce travail de donner un rôle à la diversité microbiologique du vivant, le travail est loin d'être encore fait, puisqu'il le mot virus. En règle, on sait ni ce matin ni hier, et qu'il y a sans doute plus de virus encore que de microbes au sens microbe cellulaire. Donc, c'est un océan que nous devons découvrir, mais au moins, il y a quelques-uns de ces microbes qui nous permettent de voir différemment le monde et en particulier de voir différemment la plante. Alors, c'est de ça dont je voudrais vous parler. La plante qui va me servir le plus, bien sûr, c'est la vigne, mais mon point est assez générique quant à la plante. Et le premier point que je dois vous rappeler, même si ça peut paraître un effet de manche, hein, c'est que le métabolisme de la plante est une construction microbienne et quelque chose qui ne se pense pas sans microbes. Quand vous regardez votre plante, elle est dans ses parties photosynthétiques vertes, grâce à des chloroplastes, dont on sait depuis quelque temps que ce sont en fait des cyanobactéries symbiotiques, des bactéries capables de photosynthèse qui vivent dans les cellules. Je vous ai exhumé la première preuve de ça dans le travail de Charles Sénéo dans les années 70, qui nous montre que les chloroplastes sont en fait, à côté des spirulines, les chloroplastes, l'ADN des chloroplastes signe une parenté cyanobactérienne avec les cyanobactéries. De la même façon, les mitochondries qui assurent la respiration, aussi bien chez vous que chez les plantes, eh bien, dès ce travail des années 70, on voit très bien qu'on est à côté des cyanobactéries, les mitochondries se placent aux côtés des bactéries, l'alpha-bactéobactéries. La parenté raffinée de nos mitochondries et des plantes avec les bactéries est encore un sujet de discussion, c'est vraiment pas tranché, mais pour le coup, l'origine alpha-bactéobactérienne ne fait aucun doute, et donc, d'un point de vue métabolique, la plante est avant tout un microbe. Alors voilà, l'idée pour cette famille, hein, quand on dit plante d'ailleurs, on peut s'interroger justement sur la validité des limites de notre notion d'espèce, puisqu'en fait on désigne sous le nom de une plante avec un nom latin unique, une communauté faite du place, d'un mitochondrie, la cellule haute. Sans dire long sur la notion d'espèce et son arbitraire, parce que l'anglais va dire ça va être une espèce. Bon, peut-être. En tout cas, voilà comment est la plante, voilà comment va la plante, elle va avec des couches d'associations microbes qui sont si profondes, aussi bien en termes physiques, puisque ce sont les cellules, qu'en termes phylogénétiques, puisque ça remonte très loin dans le temps, qu'elle est intrinsèquement liée et devenue indissociable. J'ai oublié d'ailleurs de dire c'est une espèce, elle est devenue profondément indissociable de ces partenaires-là qui construisent profondément ce qu'on appelle une plante. Alors, dans les racines, oui, on ne voit jamais les racines des plantes, hein, et on oublie un petit peu que c'est un mot relativement important, on a des mycorhizes. Alors, ces mycorhizes, c'est le fait que les plantes sont colonisées de champignons venus du sol, qui ne sont pas des champignons parasites et qui font, en fait, dans des racines parfaitement saines, un mycélium. Et on voit très bien ici, sur cette image, dans une racine de vigne, que ces champignons font des filaments qui se renflent en vésicules, qui sont des formes de stockage pour le champignon, et qui rentrent dans certaines cellules, quand les champignons rentrent, ils se ramifient en filaments très fins. En fait, ils repoussent la membrane de la cellule, donc cette cellule est toujours vivante, mais il y a une interaction très étroite avec le champignon. Alors, on parle de symbiose mycorhizienne parce que cet organe mixte que nous appelons visuellement une racine, mais qui en fait contient aussi des de champignons, ça s'appelle une mycorhize. Et cette mycorhize, elle est faite d'un champignon qui s'étend dans le sol et qui forme d'ailleurs ses spores dans le sol. Ces champignons sont des gloméromycètes, ces champignons peu connus de la plupart d'entre nous, puisqu'on ne le voit jamais en surface, sporule en frappe dans le sol. Et ça, c'est une particularité du microbiote d'ailleurs végétal, c'est que ce microbiote peut vivre dans le milieu autour,
pour le microbiote du sol, parce que ce milieu-là n'est pas en mouvement par rapport voilà, nous, notre milieu extérieur est en mouvement par rapport à nous, donc on ne veut pas avoir une partie de notre microbiote qui est sur nous dans l'environnement, c'est pas possible. Là, le sol ne bougeant pas trop par rapport à la racine, il y a des microbes qui s'installent à la fois dehors et dedans. Ça, c'est une particularité végétale. Alors voilà une expérience sans et avec des champignons. Vous voyez que là, le sol a été stérilisé, et ici, on a réintroduit des spores de champignons. Bah, pour le coup, on voit très bien que ça ne grandit pas très bien sans champignons, alors qu'on a des trucs plus pathogènes, puisque ça, c'est du sol stérilisé. Et si on réintroduit des spores de champignons, ça pousse normalement. Je vous montre maintenant quelques images pour la vigne elle-même. Nous allons avoir deux parcelles, la parcelle CH et JY. De chacune de ces parcelles, on a retiré une souche Glomus margarita, ces champignons qui forment des mycorhizes. Nous sommes sur du pinot noir en Oregon. Et voilà le sol de CH contrôle, les teneurs du pinot noir en azote phosphate. Et sur ce sol, on va, on va ajouter le glomus de CH ou le glomus de JY. On voit que ça ne joue pas tellement sur la teneur en azote, mais ça augmente fameusement la teneur en phosphore de ces plantes. Le fait d'avoir rajouté cet isolat de CH ou de JY sur du sol de CH. Maintenant, on va refaire la même expérience sur du sol de JY. Alors voilà la croissance témoin, et voilà l'effet sur les teneurs du champignon isolé de CH et du champignon isolé de JY. Alors c'est assez intéressant parce qu'on voit que là, on a non seulement, comme précédemment, mais de façon moins marquée, une amélioration de la teneur en phosphore, mais on a aussi une amélioration dans ce sol-là de la teneur en azote. C'est-à-dire que l'effet de présence d'un champignon n'est pas la même selon le sol, et que les champignons présents dans différents sols peuvent avoir des effets différents sur la plante. Si ça, c'est pas bien noir sur blanc, que ces champignons font partie du terroir, c'est-à-dire de ce qui va fabriquer la plante et ses performances, le terroir, il ne faut pas l'avoir dans un physicochimique, il est aussi microbien, je pense que vous le montrer ici. Je vais vous le montrer un petit peu plus loin, mais je voudrais d'abord conclure sur cette interaction en termes trophiques. Elle est une interaction qui nourrit la plante à partir du sol, et c'est pour ça que sans ces champignons, la plante se développe peu, et qui, en revanche, permet aux champignons d'obtenir son sucre et ses vitamines. Il y a aussi des protections qui sont opérées réciproquement. Alors, comme on est très plante centrée, on s'en fiche de protéger le champignon, donc je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais surtout vous présenter des éléments sur la protection de la plante par le champignon. Et il y a notamment une protection importante contre le calcaire. Alors, je n'ai pas trouvé de chiffres, de travaux très nets sur la vigne. Du coup, je suis obligé de me servir de l'eucalyptus, une plante notoirement indifférente à la présence ou non de calcaire dans le sol. Vous vous rappelez que dans le calcaire, c'est le calcium qui est toxique, qui est problématique. On voit très bien que sur sol calcaire ou non calcaire, des plants pourvus de mycorhizes, des plants d'eucalyptus poussent bien, un tout petit peu moins quand il y a du calcaire, vraiment pas de différence. L'eucalyptus est aussi bien calcicole qu'en sol non calcaire. Bon. Maintenant, pour les plants non mycorhizés, on voit très bien que sur sol non calcaire, les plants mycorhizés poussent 2 fois moins bien que les plants mycorhizés. Ah, c'est juste qu'ils se nourrissent moins bien. Par contre, sur sol calcaire, les plants non mycorhizés poussent 10 fois moins bien que sur le même sol des plants mycorhizés. Ça, c'est intéressant parce que ça nous raconte qu'au-delà de l'effet trophique qui réduit la croissance de 2 fois, il y a un effet toxique du sol calcaire qui réduit la croissance de 5 fois. En réalité, la protection contre le calcaire est à calcicole de nombreuses plantes. Pour la vie, j'aimerais bien avoir désolé, je suis désolé, je ne peux pas. Mais c'est souvent largement lié à la présence de champignons, et en particulier au fait que le champignon sécrète, vous voyez, sur ces filaments-là, de l'oxalate qui précipite une forme d'oxalate de calcium, qui est très insoluble, et qui fait que le calcium devient non biodisponible. On a bien sûr un efflux de calcium opéré par le champignon et par la racine, et ça, c'est un truc de Sherlock, on peut dire, reste dans le ventre. Et surtout, une immobilisation du calcium par le champignon sous forme d'oxalate de calcium, qui fait que dans les osphères, il n'y a plus de calcium. Il y a aussi des protections contre les maladies, et j'aimerais faire un tour par le courlinoué et son agent de vection, le Xyphilema index, notamment des nématodes qui, en se nourrissant des racines, transmettent le virus du courlinoué. Alors, sur cette histoire-là, on va regarder des vitis de l'amour. Alors, vous verrez, c'est pas la vitis vinifera, mais on s'en fiche parce qu'il y a longtemps que vitis vinifera, mais le plus ça racine dans le sol. Les porte-greffes, c'est tout sauf du vinifera.
Et on va regarder les effets de la présence de ce champignon mycorhizien sur les attaques de ce nématode, qui est donc le vecteur du Covid. On voit très bien ici qu'à partir du jour d'infection, l'infection va décroître quand c'est mycorhizien, mais croître quand c'est pas mycorhizien. Les plantes non mycorhizées, qui sont des monstres de laboratoire, nous montrent une partie des défenses de la plante, et on revient à ça, c'est pas toute la défense, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais une partie des défenses, c'est la présence de ces champignons. Et en plus, sur les plans mycorhizaux, on peut observer d'une racine à l'autre une différence d'intensité de la mycorhisation. C'est comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde le pourcentage de racines colonisées par des champignons et la quantité de nématodes qui sont présents, on s'aperçoit que même on a un effet quantitatif, même sur le plan mycorhizé, plus il est mycorhizé, moins il y a de nématodes dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas juste oui, non, c'est aussi quantitatif. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On l'a sur plein de paramètres. Plus il y a de champignons mycorhizés sur les racines, mieux c'est. Je vais terminer, et ça va reboucler sur le terroir, sur le fait que, en fait, l'action de la présence du champignon et du type de champignon est pléiotrope, c'est-à-dire à les effets en plein de points de la défense, de la nutrition, mais aussi un truc tout bête, c'est la teneur végétative en quercétine sur des cépages, alors qui vous diront peu de choses car ils sont iraniens, mais certains font du vin qui n'est pas mauvais pour ceux qui ont l'occasion de goûter des vins iraniens, même d'ailleurs des vins georgiens, puisque certains sont pratiqués en Géorgie. Et vous avez ici une teneur en quercétine qui, selon qu'on a des choses non mycorhizées ou mycorhizées par différentes souches ou mycorhizées par le mélange, vous avez des teneurs en quercétine qui varient extrêmement. Parce qu'en fait, on a des actions dans toute la plante par le biais à la fois d'interaction hormonale et sans doute aussi de petits peptides sécrétés. On a des actions qui sont systémiques et qui vont modifier le fonctionnement de la plante. Donc, on retourne sur cette idée de tout à l'heure, ces champignons, là, font partie du terroir. Ils sont des choses qui permettent l'expression de certaines particularités dans un cépage donné. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il faut inoculer ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée d'inoculer? Alors, je dirais oui et non. D'abord, si vous voulez inoculer, il faut des sources locales. C'est important parce que les champignons introduits, c'est la graine d'un agent biologique et qui ne sont pas forcément parfaitement introduits à l'environnement biotique et à la biotique. Il faut effectivement que vos souches soient adaptées au sol et qu'elles soient adaptées à la plante. C'est très bien que n'importe quel champignon mycorhizien n'a pas forcément un aspect positif pour n'importe quelle plante. C'est comme les couples dans l'espèce humaine, il ne suffit pas de mettre un garçon et une fille ensemble pour que ça marche. Et là, c'est exactement pareil pour la symbiose mycorhizienne. Et puis, il ne faut pas bousiller ces champignons. Et en particulier, deux façons de les bousiller, c'est soit de la bourrer, soit d'avoir des lignes qui sont enherbées. Parce que quand la ligne n'a pas de feuilles, comme il n'y a pas d'appareil photosynthétique présent, et bien il n'y a personne pour nourrir les champignons. Donc ça veut dire que ce n'est pas la peine d'inoculer si on la bourre et où on a des lignes pas enherbées. Là, il faut oublier, il faut se dire qu'on pose sur autre chose et passer à une approche de l'équipe complémentaire, que ce soit en termes de fertilité ou d'aide à la plante, au niveau trophique. C'est d'abord ça qu'il faut faire. Puis après, il faut se poser la question d'inoculer. Cela dit, je vais vous présenter quelques résultats d'inoculation par une boîte. Alors, je le dis, c'est le résultat de Microphyto, c'est une boîte qui produit une biologue locale qui est préparée pour une espèce en particulier. Je vais vous présenter quelques résultats qui montrent que ça peut marcher. Conflit d'intérêt, je suis au conseil scientifique et résolution de conflit d'intérêt, on n'est pas lié quand on est au conseil scientifique de Microphyto. Voilà, je n'ai pas de conflit d'intérêt financier, mais c'est vraiment une approche que j'aime beaucoup. Et regardez ce que ça a donné en Côte-de-Provence, une année où il y a eu un stress hydrique. On a eu beaucoup plus de production sur les cèpes inoculés parce qu'il y avait plus de grappes, et ces grappes, chacune était plus grosse. Bien plus, si on regarde le stress hydrique comme il est reflété par la teneur en carbone 13, les inoculés ont montré un moindre stress hydrique, c'est-à-dire que dans la teneur en carbone 13, on a la preuve qu'ils ont été moins impactés par le stress hydrique. Et regardez sur de jeunes vignes les résultats. D'abord, la teneur en eau du sol a augmenté, et ça c'est un problème que je ne vais pas développer avec vous, mais effectivement ces champignons jouent sur les propriétés du sol, où les 9% de croissance en plus sur les jeunes plantes, et 45% de rendement en plus par rapport aux non inoculés, qui étaient pourtant mycorhiziens avec du local. Ça ne marche pas toujours, on en revient à ça.
toujours cette idée, mais c'est une des béquilles sur lesquelles on peut s'appuyer avant de se dire qu'on va y aider, etc. Alors maintenant, sortons de terre. Bon, j'ai été long sur les parce que c'est un truc que j'aime bien, c'est là-dessus que nous travaillons historiquement dans l'équipe du muséum à laquelle j'appartiens. Je vais maintenant en venir aux feuilles. Les feuilles, on les voit sans réaliser leur nature microbienne, encore que tu nous as montré déjà quelques images qui vont dans ce sens-là. La feuille est une partie réelle dans leur ensemble, sont bourrées de microbes. On a aujourd'hui des tas de travaux qui nous décrivent, selon la saison et selon l'organe, la partie d'organe, la diversité, par exemple, de champignons ici. Bon, on a des diversités extraordinaires, mais j'aimerais insister là-dessus, tout comme un racine. D'ailleurs, cette diversité n'est pas qu'une diversité épiphyte, ce n'est pas qu'une diversité de surface. C'est aussi quelque chose qui est en profondeur, c'est-à-dire dans les tissus. Une des particularités des végétaux, c'est que la desserte en gaz et l'exportation d'ailleurs des gaz respiratoires, du CO2, hein, tout ça se fait par un réseau de lacunes intercellulaires. Le fait qu'il y ait une paroi de la cellule permet d'avoir un système qu'on appelle l'aérenchime, qui est un système de lacunes par où circulent les gaz. Et ces lacunes communiquent avec l'extérieur par différents trous. Alors, si ça vous intéresse, c'est l'objet de la chronique de cet été que je fais régulièrement dans la revue Médecine Sciences, sur ce système circulatoire complètement méconnu des plantes, l'aérenchime, l'ensemble des lacunes connectées qui permettent jusqu'au fond des tissus des dégâts stériles. Et je vais vous dire, il y en a qui ne gênent pas pour utiliser ce circuit-là, et pour utiliser les prises d'air que sont les stomates, vous avez, ils sont ici colorés avec au fluor, vous avez tout un tas de champignons qui envahissent la feuille en rentrant par ces stomates, par les prises d'air de ce réseau d'aération. Et il y a donc là des champignons dans une feuille de vigne, on a à l'intérieur plusieurs centaines d'espèces par feuille de vigne, et il y a aussi des bactéries qui rentrent, et on est de l'ordre dans les tissus, à l'intérieur des tissus, de centaines de millions par gramme de bactéries. Alors c'est intéressant parce que nous, animaux, notre microbiote est surfacique. Surfacique et présent dans les cavités également. Il est massique, il est dans la masse chez les végétaux, et ça c'est vraiment une particularité importante. Alors, on a des travaux, j'en ai mis quelques-uns ici, qui montrent les effets protecteurs de ces micro-organismes, qui ont tout intérêt à protéger la feuille, puisque, vous le comprenez, cette feuille est gîte et on vient de manger. Vous avez ici différentes souches de pseudomonas qui, par rapport à un contrôle, vous montrent une grande réduction de l'incidence de botrytis après l'inoculation. Ça se passe en serre, c'est pas au champ, mais c'est prometteur. C'est prometteur, mais enfin bon, il y a encore quelque part, pour être sûr notamment que champ on peut inoculer ces choses-là. Mais dans des circonstances simples, c'est protecteur. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas un effet direct. Ce que montre cet article, qui le rend assez remarquable, que j'ai sélectionné parmi tous les autres pour vous montrer, c'est que quand vous regardez la production d'un certain nombre de phytotoxines qui sont, vous voyez, de l'agératrol, des viniférines, donc des composés de la très bonne famille de terpènes, pour des tanins, vous voyez que par rapport au contrôle qui est là, ou qui est là, vous avez une élicitation, une induction qui est plus forte. Et ça renvoie au fait, bien connu, que la présence de ces microbes modifie le fonctionnement du système immunitaire et le rend éventuellement plus réactif. Alors, c'est des choses qu'on connaît aussi pour le coup chez les bestioles, hein. C'est un thème relatif très récurrent. Et cette façon de nuancer le fonctionnement du système immunitaire permet d'abord de vous rappeler que l'effet sur la protection n'est pas qu'un effet direct dans l'antagonisme direct, mais aussi un effet médié par le changement de la physiologie de l'autre. Il y a à la fois une action directe, je vais revenir, et une action par l'autre, et puis de vous montrer que finalement, la présence de ces choses-là, ça fait juste fonctionner le système immunitaire, et au moins on sait ce qu'on vit. C'est pas sur le pas qu'on a un bonus sanitaire. Parlez-vous après, notamment quand il s'agit de la santé humaine. C'est une autre histoire. Donc, dans les protections, il y a aussi les trichodermas. Alors, les trichodermas sont des champignons qui peuvent vivre sur les feuilles, ou ailleurs, hein, qui sont des parasites des filaments des autres champignons. Alors, regardez le bordel, hein, quand vous avez ça sur le dos, vous commencez à avoir cette petite énergie à consacrer à attaquer la feuille que vous voulez dévorer. Ces champignons sont intéressants parce que la question des inoculés ou pas, elle est résolue par l'usage. Bon, il faut d'abord savoir qu'une feuille, c'est un milieu où il y a assez peu
il y a assez peu de microbes au moment où elles se développent. Et donc, c'est un milieu qui peut être colonisé, qui peut être occupé assez rapidement si on inocule assez tôt. C'est pas comme le sol, mais là, c'est plus dur d'inoculer, parce que c'est déjà occupé. Bon. Alors, il y a plein de spécialités commerciales, et je vous ai sélectionné des effets sur le lithium de Tricholoma atroviridé et arsianum par rapport au contrôle, et la sévérité des symptômes diminue quand on inocule de deux façons différentes, par spray ou par irrigation des feuilles. Quand on inocule ces trichoderma, bien, la maladie se développe moins. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'une des souches, les auteurs ont isolé le cis-pentylalpha-pyrrole, qui est un composant qui, quand on l'ajoute, a, alors pourquoi ça ne veut plus marcher, voilà, il a le même effet que l'inoculation par le trichoderma. Et ça me paraît assez intéressant, c'est que l'étape suivante de l'identification de microbes favorables, c'est éventuellement la dissection de comment sont-ils favorables, et des fois ça pourra revenir, il y en a toujours, pas nécessairement, mais l'une des perspectives, c'est d'arriver à trouver une molécule qui a effet, et qui est peut-être plus manipulable. Je termine par le fait que sur les feuilles, vous avez énormément, sur les baies, dans la prune, vous avez énormément de bactéries et de levures, et ça, c'est pas indépendant de ce qui va se passer dans la cave. Alors, je dis à dessein dans la cave, car on a plein de travaux sur lesquels je ne vais pas m'étendre ici, qui montrent que ce qui arrive avec les baies n'est pas forcément ce qui va être actif dans la fermentation. Les conditions de chai étant drastiquement différentes de celles de la vie sur le fruit, ce qui s'est installé sur le fruit n'est pas forcément à même de s'installer dans le chai, où les conditions, présence de sulfite, rapport C/N complètement différents, etc., etc., les conditions ne sont pas les mêmes. En revanche, ce sont des microbes du chai qui souvent vont être responsables de la fermentation. Moi, du coup, les cas, bien sûr, on inocule. Et comment arrive-t-il au chai si ce n'est par un recrutement de temps à autre, et on a des preuves de ça, de choses qui reviennent du champ par là. Donc, ce qui m'intéresse, là, c'est pas de dire que ça va faire le vin, c'est que c'est les apports de ces microbes qui, petit à petit, construisent le microbiote du chai, qui, lui, est l'inoculum principal lors de la fermentation. Terminons en indiquant qu'on peut être étonné que pour des fonctions aussi importantes que la nutrition, la défense, les plantes soient dépendantes de microbes, comme d'ailleurs les animaux le sont, mais j'aimerais vous donner une leçon de dépendance. Si vous imaginez deux espèces qui vivent côte à côte, sans interaction, vous pouvez aisément, si vous vous intéressez à leur façon de se tenir droit, par exemple, supprimer la rose, la grise se tient toujours debout, et vice-versa. Si maintenant elles vivent toujours côte à côte, mais vraiment côte à côte, soit qu'elles aient une relation d'interaction mutualiste, soit que l'une soit parasite de l'autre, soit que les deux aient un lien à autre chose qui font qu'elles sont toujours ensemble. Par exemple, les deux bactéries banales du tube digestif de l'homme. Si elles sont toujours ensemble, alors des fonctions peuvent finalement être dévolues à une seule d'entre elles. Et là, je vous montre, pour essayer de se tenir droit, la mutation, qui n'est pas du tout une économie de carbone, pardon, mais il y a toujours autant de carbone, et qui fait que maintenant, la rose est devenue dépendante de la grise. Coexister, ça ouvre la porte au fait que les redondances fonctionnelles soient éliminées, et carrément, puisque se passer de l'autre, alors qu'avant on était autonome. Oui, la dépendance peut être secondaire, et la coexistence, et en particulier la symbiose, mène à la dépendance. Il n'y a pas eu de sélection positive, c'est juste neutre. Simplement, quand c'est fait, et ben, c'est souvent irréversible parce qu'il n'y a pas de sélection pour revenir en arrière, et la probabilité de revenir en arrière, de réacquérir des fonctions perdues, elle est faible. C'est souvent symétrique, ça peut arriver aux deux. Et là, on arrive à un scénario où un lecteur naïf va dire « Oh là là, mais le fait de se tenir debout est une propriété émergente. » Alors certes, il arrive que dans une association entre deux organismes, une nouvelle propriété soit mise en place par leur évolution, par leur coévolution, mais pensez aussi à une chose, c'est que beaucoup de fonctions ont été perdues, parfois réciproquement, parce qu'elles sont remplies soit par l'autre, soit par la somme des deux, alors qu'historiquement, elles peuvent être remplies par chacun des partenaires. Cette leçon de dépendance fait que nous vivons dans les milliers d'interactions que nous vivons, où nous, humains, entretenons avec des milliers d'espèces, nous vivons un système de critères où petit à petit les fonctions disparaissent, comme des fonctions d'activation, comme des fonctions de défense, comme des fonctions de nutrition. Les fonctions disparaissent en nous, qui sont maintenant remplies par d'autres. Nous évoluons vers plus de dépendance, et avec ça, et dans les sagesses vous avoir convaincu que ceci est un écosystème microbien et rien de plus, et que dans les services écosystémiques de cet écosystème microbien, il y a la santé des plantes, il y a la nutrition des plantes, et que comme la vie n'est une plante, eh bien, elle non plus
plus, il n'est jamais seul, et c'est ça que je voulais vous dire ce matin.